Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Patrimoine Cash. La France va bientôt faire face au plus gros transfert de richesse intergénérationnelle de son histoire récente. 9 000 milliards d'euros vont être transmis d'une génération à l'autre d'ici 2040 selon la Fondation Jean Jaurès, soit près de 600 milliards d'euros par an. Si le sujet commence à intéresser économistes et politiques en lien notamment avec le financement de l'économie ou encore le financement de la dette, ces sommes-là n'en restent pas moins aujourd'hui détenues par des particuliers ayant commencé ou non à préparer leur succession. Face à une telle vague d'avoirs et d'actifs ou encore de patrimoine personnel et professionnel dont il faut organiser la transmission et la succession, les gestionnaires de patrimoine mais aussi les notaires et tous les autres conseils des familles sont en première ligne. Ont-ils pris conscience de cette lame de fond en France aujourd'hui? Comment peuvent-ils l'accompagner? Est-ce l'opportunité d'accompagner encore plus leurs clients ou y a-t-il un risque pour leur activité si cet aspect est sous-évalué? Les CGP vont-ils faire devoir évoluer leur activité et privilégier la gestion d'un patrimoine hérité plutôt que la constitution d'un patrimoine tout au long de sa vie? Et enfin, comment le CGP, le notaire ou les autres conseils du chef d'entreprise doivent-ils accompagner dès aujourd'hui leurs clients dans la transmission d'un patrimoine professionnel? Autant de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui dans Patrimoine Cash. 40 minutes d'échange à bâton rompu sur un sujet qui pourrait bien venir remodeler le secteur dans les prochaines années. Le secteur de la gestion de patrimoine dans son ensemble est-il prêt pour la grande transmission? Un sujet qui va nous animer aujourd'hui dans Patrimoine Cash et 4 experts pour débattre et échanger autour de ce sujet. Nous avons tout d'abord le plaisir d'accueillir Yves Mazin. Bonjour Yves Mazin. Bonjour Nicolas. Vous êtes CGP, vous êtes également président de la CNCGP. Un mot rapidement sur cette grande transmission. C'est un sujet qu'on entend régulièrement dans les discussions entre CGP ou qui n'est pas forcément encore totalement anticipé par le secteur? Alors, il y a une dimension un peu paradoxale, c'est que qui dit transmission dit perte d'un capital géré. Bien sûr. Et donc on est entre l'accompagnement et la peur. D'accord. Okay. Et c'est un enjeu majeur d'être le bon conseil de la famille et pas seulement de son client. Entre l'accompagnement et la peur, dans un contexte où on a des montants colossaux à venir, donc ça nécessite quand même d'essayer de se préparer sur le sujet, si je comprends bien. Oui, plus une fiscalité instable. Instable, disons-le comme cela. On a le plaisir d'accueillir également Maître Antoine de Ravel-d'Esclapon. Vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Bonjour Maître. Bonjour à tous. Du côté des notaires, est-ce que vous voyez ce sujet quand même être anticipé, poindre le bout de son nez? Est-ce que vous le constatez déjà aujourd'hui dans les chiffres? Oui, alors incontestablement. Néanmoins, c'est vrai que là, on prend de la hauteur. C'est la chance de cette émission, parce que sinon on le vit un peu au quotidien, avec néanmoins des évolutions sociologiques, psychologiques dans nos clients, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes mentalités, les mêmes repères entre la troisième génération qui transmet à la première génération. On en parlera dans tous les enjeux, notamment transgénérationnels. D'accord, donc il faut rentrer un petit peu dans la spécificité. Mais en termes de volume, vous le constatez? Oui, il y a plus de sujets de préparation. Moi, je suis assez spécialisé là-dessus, donc je note encore plus. On a le plaisir d'accueillir également Séverine Flotte de Pouzeul, fondatrice de la financière de l'Aubrac. Bonjour Séverine. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Même question, le sujet de la transmission, parce que ça n'est pas, le métier du CGP, ça n'est pas que gérer des successions, mais est-ce que vous voyez ce volume arriver ou ces questionnements arriver dans votre activité? Oui, mais c'est pas un phénomène finalement tout à fait nouveau, parce que le conseiller en gestion de patrimoine est toujours préoccupé par, tout d'abord, avant même de gérer, de faire la photographie de la famille pour justement conférer les meilleures préconisations. Et le sujet de la transmission vient de fait depuis que l'on exerce, finalement. Sûr, oui. En revanche, pour nous, cette pyramide des âges des baby-boomers qui vont disparaître et vers un transfert de capitaux génération X, Y, Z, que je ne sais plus très bien à laquelle on appartient. Enfin, bien sûr, ou qui héritera, oui, c'est ça. Héritera. Mais en tout cas, c'est quand même une opportunité. À la fois, je rejoins Yves Mazin, c'est une crainte. En tout cas, c'est un défi pour nous que de bien appréhender ce patrimoine qui va arriver, donc de structurer nos cabinets, etc., et de ne plus raisonner, comme il le disait, un seul client, mais plutôt, comment dirais-je, family office, comme on le dit souvent, conseil de la famille dans son ensemble pour éviter de perdre les capitaux à venir. Parce que la crainte, c'est d'avoir accompagné la personne qui transmet, mais de ne plus accompagner les personnes qui héritent, c'est ça? Exactement, parce que les mentalités ne sont pas les mêmes des enfants que celles de leurs parents. Donc effectivement, il faut, suivre les tendances. Vincent Danis nous accompagne également. Bonjour Vincent Danis.
Voilà. Président de Savignan, un cabinet de conseil en gestion de patrimoine également. Vous partagez cette idée entre appréhension et crainte vis-à-vis de l'enjeu de la transmission à venir des générations qui vont céder? Alors oui, il y a une grande évolution. D'abord, ça nous ramène à l'essence même de la gestion de patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui nous vient de nos parents qu'on transmettra à nos enfants. Bien sûr. Et une des caractéristiques du conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien de travailler sur ce temps long. Contrairement à d'autres réseaux d'épargne qui auront des objectifs court terme, nous, on est là pour accompagner sur la durée et de fait d'accompagner sur plusieurs générations. Alors les tendances qu'on observe, nous, aujourd'hui, c'est plutôt une évolution où il y a quelques années, les rares personnes qui se souciaient des droits de succession, de la transmission, c'était probablement celles qui venaient de subir le choc de la perte d'un ascendant et qui se disaient jamais ça pour moi. D'accord. Qui avaient pris conscience effectivement de la succession, la fiscalité de la succession. Toute leur vie et voilà que leur principal héritier se trouve être l'État. Je ne veux pas que la même chose arrive pour moi et mes enfants. Donc ça, on avait ça de temps en temps. D'accord. Et là, de plus en plus, on voit des gens qui, dès la découverte, les premiers entretiens, expriment le souhait de préparer leur transmission sans être passés par cette case un peu traumatisante et de voir comment ils pourront gérer au mieux. Et là, ça nous amène à un deuxième point très particulier pour moi de la gestion de patrimoine, c'est qu'à chaque fois, certes, on va regarder les évolutions de contexte d'un point de vue général, mais on va partir du cas spécifique, du cas de la famille, de ses préférences, de ses enjeux, et on va très vite sur ces sujets de transmission à toucher sur des choses qui ne sont pas complètement rationnelles. D'accord. Est-ce que la maison de famille, qui est un actif important, a vocation à être reprise ou pas par un des héritiers? D'accord. Ça changera complètement ce qu'on sera en mesure de faire, parce que si jamais elle doit être conservée, comment payer les droits, comment payer ceux qui n'hériteront pas? Enfin, beaucoup de choses à développer par rapport à ça. Mais ça, c'est des questionnements qui existent déjà aujourd'hui, pour le coup. Qui existaient plus ou moins exprimés. Et ce que l'on voit, c'est effectivement, on va dire, une prise de conscience. Un petit peu comme pour la retraite, où on a maintenant des jeunes salariés qui nous disent il faut que je me préoccupe de ma retraite future. On a des personnes qui n'ont pas été confrontées à des successions et qui disent il faut, parmi mes enjeux, que je vois comment faire pour qu'il n'y ait pas une addition trop salée. Yves Mazin. Alors, je partage totalement. Ce qui est vraiment intéressant dans l'évolution, c'est que vous parliez tout à l'heure de notre métier, la jeunesse de notre métier, c'est un patrimoine qui est transmis. En fait, la détention du patrimoine, l'âge du détenteur du patrimoine est extrêmement structurant. Pour un certain nombre d'entre nous, on exerce depuis plusieurs années et historiquement, c'était les plus âgés, les seniors qui avaient le patrimoine, avec encore une approche un peu patriarcale où tant que je suis en vie, je suis chez moi et je ne suis pas prêt à partager. J'ai bien conscience qu'il y a un enjeu fiscal, mais c'est pas mon problème. Ben voilà, ça sera leur problème. D'accord. Ensuite, il y a aujourd'hui des vrais sujets autour de la famille. J'allais dire l'ambiance familiale, mais on a vu la famille changer de forme et donc parfois des familles recomposées. Et il y a des sujets de comment je gère ça. Donc la question, elle a changé. On n'est plus dans la tradition, mais dans l'adaptation. Alors ce surajoute en plus, je veux dire, un paysage fiscal qui est extrêmement changeant. Ne serait-ce que ce passage de 10 ans à 15 ans, de 150 000 à 100 000, ça a changé beaucoup de choses. Et le débat actuel renforce encore les craintes du moment. Et c'est là où nous, on trouve toute la dimension du conseil. Mais ce qui est extrêmement important pour un CGP, c'est d'embarquer pour moi le sujet dès le départ. C'est-à-dire que si on se positionne uniquement comme répondant à un besoin, j'ai besoin de placer de l'épargne à un instant T, et qu'on n'embarque pas dès le départ ce sujet d'accompagnant dans une réflexion à long terme, et c'est du temps long, eh bien, on va à un moment donné perdre notre positionnement de conseil et ne pas être en capacité d'accompagner. Et c'est là où on a un rôle structurant avec les acteurs de la transmission, notamment les notaires. Il faut plus travailler ensemble. Il faut travailler ensemble. Et d'ailleurs, je trouve que dans nos professions, on l'a bien compris. Là, moi, j'ai assisté une famille avec un patrimoine assez conséquent. J'ai présenté le dossier au notaire. Je me suis retiré à un moment donné pour que le notaire puisse faire son travail. Mais on est toujours resté en échange. Et après, il fallait être au cœur de la famille. Alors, le problème, c'est que je connais très bien cette famille. Donc, il faut toujours garder une forme de distance, donner un conseil. Et en fait, c'est le côté passionnant du métier. Et conserver la relation avec la famille, parce que si je comprends bien, l'inquiétude, c'est Voilà. Et après, on arrive sur un autre sujet, c'est que très souvent, et c'est pour ça que je parlais de peur au départ, c'est que très souvent, celui qui reçoit est plus jeune. Alors, on parlait de la génération Z. Il faut en tout cas qu'on sache avoir les mêmes éléments de langage ou
ou une capacité à communiquer avec une génération qui ne pense pas pareil, donc avoir une approche plus digitale, aussi peut-être une démarche plus ISR, ESG, parce que la génération montante a besoin de donner du sens au placement, et c'est un exercice assez délicat, mais qui est finalement passionnant. Maître, avant de passer la parole à Séverine Flotte de Pouzols, vous êtes le seul notaire autour de cette table face à 3 CGP. Non, c'est pas face, avec 3 CGP. Comment est-ce que vous appréhendez un petit peu ce sujet, cette nécessité d'interprofessionnalité peut-être? Est-ce que vous constatez, vous, cette inquiétude? C'est vrai qu'on parle de la grande transmission. Quand on regarde comment elle est traitée aujourd'hui médiatiquement, c'est surtout d'un point de vue quelle fiscalité on va appliquer potentiellement demain pour venir financer les dépenses de l'État sur l'héritage à venir. Mais il y a quand même des histoires familiales derrière. Comment est-ce qu'on prépare, appréhende et accompagne ? Alors, d'une part, effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a une prise de conscience globale, et souvent avec l'aiguillon fiscal. Donc le client vient angoissé, souvent il se dit la pression fiscale est très forte, comment la surmonter? Moi, ils me connaissent souvent par mon ouvrage, le Patrimoniaux, donc il y a déjà plusieurs étapes. Ils sont allés en librairie, tout le monde ne va pas en librairie tout le temps, ils ont pris un ouvrage, ils ont regardé, et puis il y en a beaucoup sur le sujet, donc ils se disent tiens, il y a vraiment quelque chose, j'ai envie de me prendre en main. Après, effectivement, ils vont vouloir une approche globale. Et ça, c'est très important. Et on parlait tout à l'heure, et on parle maintenant d'interprofessionnalité. Moi, je me suis beaucoup inspiré des méthodes des CGP. D'accord. Parce que la difficulté, c'est que le client, quand il vient souvent pour un acte. Je veux une donation dernier vivant. Je veux une donation. Oui, fiscalement, je sais qu'il faut faire une donation. Et c'est nous qui devons dire stop. Prenons le temps d'une approche globale avec ce que les outils vont déployer, les outils déployés spontanément par un conseiller en gestion de patrimoine, notamment parce qu'il a des obligations réglementaires AMF, et de dire prenons le temps d'un bilan patrimonial parce que vous voulez donner, mais à qui on va donner? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à modifier le régime matrimonial avant pour rééquilibrer, parce que tout le patrimoine est au nom de madame, alors qu'on pourrait faire transmettre par monsieur? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à mettre en société pour garder le contrôle, pour avoir des avantages fiscaux supplémentaires? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à transmettre aux petits-enfants? Oui, mais ils sont petits. Oui, mais par la gérance d'une société, on peut gérer ça. Donc effectivement, c'est vraiment, nous, professionnels, de dire, on ne va pas réaliser votre acte. Client pas content. D'accord. Acte que vous vouliez pour une raison purement fiscale, mais ensuite, on va vous amener à une approche plus globale, plus complète, de laquelle va sortir des préconisations qui seront peut-être de renforcer l'assurance vie, qui a une fiscalité plus favorable, ou effectivement de passer par des sociétés civiles, etc. D'accord, donc sortir du côté j'ai lu qu'il fallait faire tel acte pour contrebalancer ou contrecarrer tel aspect fiscal et rentrer dans une approche un peu plus globale quelque part de l'étude. Séverine Flotte de Pouzols, que rajouter sur ce qui est dit déjà sur l'accompagnement global? Il y a un élément intéressant, c'est transmettre grands-parents, petits-enfants. Ça, on en a beaucoup parlé il y a quelques années. Est-ce que c'est une des solutions aujourd'hui de se dire bon bah effectivement il y a une manne qui arrive en tout cas ou en tout cas en matière de transmission. Peut-être que les générations qui vont hériter n'en ont pas tant besoin que ça, et en revanche que c'est les générations d'après qui pourraient en bénéficier. Et justement, c'est exactement le point que j'avais envie de rajouter, ou en tout cas d'appuyer, c'est qu'aujourd'hui on hérite aussi, on l'a pas encore dit, on hérite de plus en plus tard, et de fait les besoins ne sont pas les mêmes. Et il est bon, justement, en concours, qui est l'équipe, vraiment le duo très, très important, voire fondamental avec le notaire, de travailler sur cette intergénérationnalité pour, effectivement, transmettre, finalement, sauter une génération. On le fait, on le faisait, mais on le fait maintenant de plus en plus. Les outils sont plus simples aujourd'hui à utiliser? C'est pas qu'ils sont plus simples, mais c'est peut-être qu'on se pose beaucoup plus la question et que ça vient aussi d'un besoin, d'une demande. Ça répond plus aux objectifs d'une génération qui se dit bon bah maintenant ma résidence principale est achetée, la secondaire, les études des enfants sont financées. Quand papa et maman seront plus là, très clairement, j'en ai pas besoin. Donc autant réfléchir en amont sur la passation et finalement ça permet aussi de maximiser par le biais des systèmes que vous avez évoqué, Maître, sur la maximisation de la fiscalité qui sera ainsi meilleure pour le récipiendaire. Vincent Danis, et d'ailleurs Yves Mazin, je vous ai tous les deux vu réagir sur le sujet des petits-enfants. Parce qu'effectivement, le fait d'hériter de plus en plus tard, ça se traduit aussi par le fait que la génération des petits-enfants va se retrouver au moment de l'héritage peut-être jeune majeur. D'accord. Et avec des enjeux très particuliers à résoudre que n'ont pas connus les générations antérieures. S'ils sont issus d'écoles de commerce, formation marketing, de fac de droit, de je ne sais quoi, ils auront fait des études supérieures dans des domaines qui, d'ici 10 ans, vont être complètement disruptés par l'apparition de l'IA à tous les étages
soit dans les entreprises dans lesquelles ils voudraient... Oula, déjà que c'était complexe, mais on se rajoute l'IA, là ça devient... Pour les petits-enfants, savoir aujourd'hui que conseiller comme étude, en tout cas, c'est probablement pas une école dans laquelle il y aura trop de formés, trop de concurrents et peu de débouchés. D'accord. Et cette même génération qui donc devra être réorientée vers un travail, aussi il y a un sujet, c'est comment devenir propriétaire immobilier. Et là, pour un jeune actif, depuis 2000, on a complètement évolué. C'est-à-dire qu'un jeune actif mettait 15 ans pour emprunter et acheter sa résidence principale en 2000, aujourd'hui c'est 23 ans. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il souhaite le faire dans une carrière qui risque d'être instable, où il n'a pas complètement trouvé sa voie et où il peut être amené à changer de poste? Ce sera beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc la génération qui est probablement à privilégier dans les aides aujourd'hui, c'est celle de ces petits-enfants jeunes majeurs. Et puis comme on n'est pas très loin de tout un tas d'élections, j'espère qu'il y a plein de candidats qui auront l'idée d'aller augmenter les abattements pour donation. C'est ça, c'est que les outils existent, mais il y a les abattements, enfin les montants sont pas à la hauteur des enjeux selon vous, si je comprends bien. Ils n'ont pas été réévalués depuis des années. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je sais qu'on porte cette voix discrètement en disant à nos hommes politiques, on aimerait que vous doubliez les plafonds, mais c'est pas dans l'air du temps. Maintenant, déjà, indexons les plafonds à l'inflation ou un peu plus, parce qu'on est resté sur les mêmes plafonds sur à peu près tout, sur tous les plafonds depuis longtemps. Et justement, les CGP ou notaires, les conseils ont les outils suffisants aujourd'hui pour adresser le sujet de l'héritage à venir, des sommes conséquentes amassées effectivement par les baby-boomers à transmettre. Est-ce que les outils sont suffisants pour faire face à l'enjeu actuel ? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Oui et non. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quand on prend le panel des solutions entre les donations, le pacte Dutreil, l'assurance vie, il y a énormément d'outils qui permettent de maîtriser la fiscalité de la transmission, puisque vous venez de citer tous les outils dans le viseur du PLF 2026. Mais... Exactement. D'ailleurs, on s'aperçoit que globalement, ils sont revenus à la raison sur beaucoup de sujets. Mais la problématique, c'est réellement une problématique de temps long et de pédagogie. C'est-à-dire que si la notion de transmission est évoquée auprès d'un client lorsqu'il a déjà plus de 60 ans, la messe est dite. Les leviers opérationnels sont très faibles. Et donc, c'est ce qu'on disait au départ. Au démarrage d'une relation client, on ne doit pas passer à côté de ce sujet parce qu'il s'organise. Faire ouvrir des contrats d'assurance vie au profit des enfants, suggérer un calendrier. Alors, juste avant l'émission, on parlait de la réglementation qui occupe énormément notre métier. Essayons de faire de la réglementation positive. Aujourd'hui, dans le cadre de la loi Industrie verte, on nous demande à des fréquences différentes, parce que c'est la magie de la France, c'est tous les 2 ans, tous les 4 ans, selon le niveau de conseil, l'opération extraordinaire. Oui. Quoi qu'il en soit, on nous demande de faire un point avec notre client. Mais quel temps extraordinaire pour remettre sur le devant de la table des sujets qui demandent de la préparation. Lorsque on regarde bien la question de la clause bénéficiaire, on devrait chaque année interroger nos clients en disant est-ce que la clause bénéficiaire qui a été mise en place sur votre contrat d'assurance vie est toujours cohérente par rapport à vos projets. On réouvre la porte de l'échange là-dessus. Et ça, ça doit être au cœur de notre stratégie. Le sujet, on peut aussi, parce qu'on parle de grande transmission, mais il y a tout le sujet de la transmission des entreprises. Bien sûr. Je discutais avec un expert comptable qui me dit c'est un sujet où on n'est pas confortable parce que quand la société est vendue, très souvent, le repreneur arrive avec ses conseils. Voilà, ses conseils. Et donc, on est sorti, donc on est lu d'un peu... Et ça, c'est un expert comptable qui vous disait ça. Oui, alors avec beaucoup de distance. C'était pas lui, mais c'était un constat. Mais constat qu'on peut faire nous-mêmes auprès de CGP qui se disent, je m'occupe de l'épargne et la transmission, c'est un sujet. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. C'est un client perdu, si je comprends bien. C'est potentiellement des actifs qui s'en vont. Mais c'est une mauvaise lecture du métier à mes yeux. Donc... on pourra en parler pendant des heures. Ça tombe bien, c'est l'objet de la discussion. Maître, rapidement, parce qu'effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure l'ouvrage que vous avez rédigé, c'est aussi la raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que pour votre connaissance fine des mécanismes patrimoniaux, est-ce que tous les outils existent aujourd'hui pour faciliter des transmissions et du vivant ou ensuite des successions de la meilleure manière possible? Exactement. Les angoisses fiscales sont bien légitimes. Et le législateur veille à les entretenir chaque semaine, donc ça, on peut compter sur lui. Mais ensuite, il y a des outils. Je prends un outil tout simple, qui est souvent très peu utilisé, c'est le testament. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Si notre défunt décède, par hypothèse c'est lui le défunt, à 90 ans, ses enfants ont 60 ans, et veulent aider
les petits-enfants qui ont donc maintenant 30 ans. À 60 ans, il est proche de la retraite, il est déjà à sa 3e résidence principale, il a aidé ses enfants à s'installer dans la vie. Et donc, il faut que le testament puisse prévoir notamment les legs transgénérationnels qui vont permettre sur mesure à l'enfant dit pivot, donc ses enfants, de pouvoir dire « Ah, je vais prendre que ce dont j'ai besoin ». Parce que, par exemple, ma retraite est un peu insuffisante, mais je vais aussi aider mes enfants. Et c'est vrai que par défaut, si rien n'est fait, le Code civil est brutal et il va dire soit vous acceptez la succession, soit vous renoncez. Et c'est par le testament qu'on va donner d'autres possibilités, notamment cantonnées, avec des enjeux notamment de dire bah oui, mais si je ne prends que l'usufruit, je veux avoir les pleins pouvoirs. Oui, mais si j'ai un enfant mineur, je veux pouvoir le représenter. Il y a un article peu connu, certes, du Code civil, mais qui lui permet dans ce cas-là. Donc, le testament impose plusieurs pages de rédaction, mais va permettre, en tout cas, de faciliter cette solution. Alors, on est un peu comme l'inspecteur Colombo, c'est-à-dire, dans les séries Colombo, on a le coupable dès le début. Bah là, c'est pareil, il faut commencer par le testament, parce que c'est l'outil qui... Quelle que soit la finesse de tout ce qu'on va pouvoir déployer avec des sociétés civiles, avec des donations transgénérationnelles, les assurances, etc. Mais le testament et en parallèle la clause bénéficiaire, par un jeu très particulier d'articulation des clauses, peut permettre d'organiser une succession sur mesure qui est très sympathique. On l'utilise pas pour dire je donne tel mug ou tel piano. Exactement. À tel ou tel ça, ce sont des legs d'attribution, c'est possible aussi. On rédige les options qui vont permettre de faciliter la vie des générations suivantes. Et on fait la même chose dans l'adaptation du régime matrimonial avec son conjoint, en disant « Ma chère épouse, tu m'as supporté pendant 50 ans, tu vas faire les premiers choix, et après, les enfants vont faire leurs choix, et les enfants eux-mêmes vont donner la possibilité. » Donc ça devient un vrai document juridique. Exactement. Plus que des dernières volontés écrites, là, ça devient un vrai outil juridique pour organiser la succession. Parfaitement, et en donnant le maximum de liberté, parce que précisément au moment où vous rédigez votre testament, vous ne savez pas quelle sera votre situation au moment du décès, la qualité des relations familiales, peut-être qu'un de vos enfants sera brouillé avec ses propres enfants et donc sera hostile à une transmission transgénérationnelle, là où un autre sera tout à fait en demande. Je voudrais rebondir là-dessus parce que c'est un cas d'école que j'ai déjà rencontré où très souvent, effectivement, le premier réflexe, c'est je vais voir mon notaire ou je discute avec mon conseiller en gestion de patrimoine en disant je veux faire une donation pour bénéficier de ces fameux plafonds. Et plusieurs fois, il m'est arrivé de dire stop. Prenons de la hauteur. Prenons un café pour commencer. Prenons de la hauteur. et effectivement, la voie du testament, mais surtout, en fait, au-delà du testament, c'est de ne pas mettre en place une stratégie qui a un caractère irréversible. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et d'ailleurs, ça génère parfois chez les clients, il y a la volonté, et puis tout d'un coup, ils se disent « stop, j'arrête tout ». Ils repoussent, et puis un jour, malheureusement... la vie vous rappelle à l'ordre et c'est trop tard. Et il y a un enjeu justement d'avoir quelque chose de souple avec un conseil de famille régulier. Et en créant ce conseil de famille de concert avec le notaire, ça permet non seulement d'adapter une solution à l'évolution du temps, mais aussi finalement alors là je raisonne côté CGP, de se faire connaître auprès de la génération, non pas comme étant le conseil du père, de la mère, donc un vieux ringard has-been, mais vraiment un acteur proactif qui a aidé la famille à vivre plus ou moins sereinement cette transmission et de pouvoir garder la main auprès des enfants. Séverine et ensuite Vincent, animer des conseils de famille réguliers, le CGP ou la CGP, doivent-ils devenir des membres de la famille Oui, naturellement. Là, je pense qu'il y a un vrai consensus autour de ça. Et je vais vraiment également, je vous remercie d'avoir parlé du testament parce que c'est un outil qu'on oublie et qui est vraiment très adéquat. On pourrait dire le testament à tiroir ou quelque chose comme ça, donc c'est chouette. Voilà, jusque ça. Là, on a beaucoup parlé donc de la personne qui décède finalement, mais parlons peut-être maintenant un peu des personnes qui reçoivent. Bien sûr. Jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas, l'enjeu, c'est un enjeu pour nous. On a vu, je crois, jusqu'à présent un peu l'opportunité, notre façon de s'organiser par rapport au futur défunt. Comment je gère comment je gère, comment je vais arriver à capter et à créer du lien avec les héritiers. D'accord. Ouais. Voilà, donc c'est ça. Pour moi, je trouve que c'est ça l'enjeu. Donc ça nécessite de notre part des connaissances spécifiques, connaissances et expertise. De la psychologie, beaucoup. On disait que c'est quand même une grande partie, tout autour de la table, de notre valeur ajoutée, finalement, l'aspect psychologique, et puis savoir leur parler. Donc, savoir leur parler, savoir les éduquer aussi, parce que, comme vous le disiez, chers confrères, tous n'ont pas non plus les mêmes connaissances en fonction de leurs études, de la partie financière, et malheureusement, en France, on n'est pas très bon.
en éducation financière. Donc, moi, j'ai commencé, le cabinet a commencé à mettre en place des petits modules, des petits tutos et autres qui ont l'air de plaire aux nouvelles générations. Donc, les cabinets de CGP doivent prendre leur part de pédagogie financière. Oui, il faut se mettre à la page. C'est fondamental. C'est fondamental. Moi, je ne suis pas encore sur TikTok. Bientôt, l'année prochaine. Sur Instagram, mais comme mon confrère m'a soufflé une idée, YouTube, je crois que je vais reprendre ça, maître, on ne sait jamais. J'ai peut-être mon défi 2026. C'est les bonnes résolutions. Vous pouvez y aller. Je pense que oui, mais il faut absolument. Sinon, comme le disait Yves Mazin, on va pas passer rapidement comme des ringards, puis ils n'auront pas forcément envie de nous parler. Donc, je pense que c'est lié à notre équipe. Notre équipe doit représenter peut-être un peu toutes les générations, être le reflet de cette population, que nous mettions en place. C'est un prérequis, pratiquement, notre expertise, j'allais dire. Mais au-delà de ça, ça a été cité, mais la digitalisation, beaucoup de pédagogie financière, même simple, mais qui au moins se retrouve. Enfin, je pense que c'est ce que vous faites aussi, Vincent, c'est essayer de leur parler au mieux et de devenir, c'est presque du marketing d'ailleurs, c'est de devenir un peu l'incontournable de la famille si on veut arriver à avoir le moins de déperdition le jour du décès. Et c'est d'ailleurs un challenge qui est plutôt intéressant parce que ça nous permet aussi de varier les plaisirs, de parler à des plus jeunes différemment. Moi, je trouve que c'est très appréciable de voir aussi que les jeunes ont envie de s'intéresser à notre matière. Avant de passer la parole à Vincent, c'est amusant parce que moi je pensais que vous alliez me dire l'enjeu c'est de gérer le patrimoine transmis si jamais les générations futures n'en veulent plus. C'est qu'est-ce qu'on fait de cette maison dont personne ne veut ou autre. Non, l'enjeu il n'est pas là. L'enjeu c'est plutôt l'accompagnement. En premier, c'est d'abord de créer du lien. Déjà, et après nous poserons les questions et on les aidera, on les accompagnera de la même manière qu'on l'a fait pour la première génération à réfléchir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas non plus les mêmes attentes et les mêmes objectifs. L'immobilier leur plaît moins, ils préfèrent les rendements plus immédiats, des choses plus liquides. Donc on voit bien qu'il y a enfin vous devez le voir avec l'immobilier, etc. Et j'attends les idées de mon confrère qui vont peut-être m'inspirer aussi. Alors, je voudrais rajouter un élément, c'est que la première personne qu'on rencontre dans une famille, c'est pas nécessairement toujours la génération la plus âgée. Et on va forcément avoir aussi un cheminement très différent selon la personne que l'on rencontre et selon le contexte familial qu'elle nous décrit. Et dans ce contexte familial, de plus en plus, on va aussi rencontrer des familles recomposées, voire des familles qui pourraient éventuellement se décomposer. D'accord. Et de fait, notre accompagnement long terme, c'est une autre forme d'adaptabilité au fil du temps. Ça va être parfois de changer d'interlocuteur, de devoir bien apprécier les différences entre les enfants d'un premier lit, les enfants d'un deuxième lit, mais aussi dans la volonté des parents de la transmission, voire parfois les risques vus par la génération du dessus vis-à-vis de tel beau-fils, telle belle-fille qui ne leur plaît pas. Et donc, il ne faudrait surtout pas qu'elle se retrouve à administrer l'argent des enfants. Oui, on rentre vraiment dans la vie familiale. Enfin, on a tout un tas de cas de figure, et le spécifique, pour moi, est la règle d'or pour bien déterminer de quelle manière on va pouvoir s'adapter de façon caméléon à la famille que l'on rencontre, bien comprendre quels sont ses objectifs, et les accompagner au fur et à mesure. Alors certes, des évolutions fiscales qui amèneront probablement à revoir au fil du temps aussi ce qu'on aura recommandé. Mais dans les outils qui nous manquent, il y en a donc. Je pense que l'abattement dans le cadre des familles recomposées, pour les enfants issus du nouveau conjoint, est quelque chose qui pourrait aussi faciliter la transmission entre les générations. D'accord. Prendre en compte la nouvelle composition d'une famille aujourd'hui dans les abattements et dans les mécanismes de transmission. Et ces évolutions du noyau familial. Il me semble que c'est un sujet qui a été évoqué dans le projet de loi de finances. Parmi les 1000 autres sujets évoqués. Voilà, avec plus ou moins de brio. Il me semble que c'est un sujet qui a déjà été évoqué et qui doit être poussé, à mon avis. Vous avez raison. Un mot des chefs d'entreprise, peut-être avec vous Yves Mazin pour commencer. Pour le coup, transmettre une entreprise, ça prend du temps, ça s'anticipe longtemps à l'avance. Quand on parle d'avoir transmis d'une génération à une autre, il y a parfois une entreprise. Alors une entreprise, ça peut être une entreprise avec 500 salariés, ça peut être une entreprise avec 2 salariés, ça peut être des chiffres d'affaires plus modestes. Comment est-ce qu'on accompagne en tant que conseiller en gestion de patrimoine aussi cette problématique-là ? Alors c'est beaucoup plus complexe parce que très souvent, parfois, on est conseil du chef d'entreprise côté privé et naturellement il met des espèces de murailles de Chine entre la vie de son entreprise. Il a surtout pas envie qu'on le conseille sur son entreprise, alors que dans la transmission d'entreprise, on doit rentrer dans le cœur de la machine et amener un certain nombre de conseils pour désensibiliser la place du gérant dans la gouvernance de l'entreprise. Donc c'est quand même un sujet un peu ardu. Souvent séparer l'immobilier
de la partie activité, remettre un peu d'ordre dans les flux financiers, c'est-à-dire digitaliser la comptabilité, nettoyer, c'est-à-dire que la grosse voiture... Et ça, c'est des sujets conseillers en gestion de patrimoine, ça? En fait, là, on est plusieurs autour de la table, puisque non seulement il y aura le notaire, mais il y aura aussi l'expert comptable et éventuellement un avocat. Et du coup, plus on est autour de la table, plus l'enjeu est intéressant, mais le débat est différent. Vous regardiez les chiffres tout à l'heure, je m'étais intéressé sur la partie entreprise. On sait que sur les 5 années à venir, il y a à peu près 370 000 entreprises qui doivent changer de main. Ça représente 3 millions d'emplois. Et il y en a, on sait aussi, statistiquement, qu'il y en a un tiers qui ne retrouveront jamais de chef d'entreprise parce que 75% des chefs d'entreprise se préoccupent du sujet 2 ans avant. Ce qui est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard. Et donc tout ce travail de préparation, au même titre qu'on prépare le patrimoine, pour moi on est dans le même registre de préparation. Mais le sujet est plus complexe parce que autant on est appelé sur le patrimoine privé, autant on est moins... on est considéré comme moins légitime sur le patrimoine professionnel. Vincent Danis, c'est plus difficile de se faire une place sur les questions de patrimoine professionnel? Alors, nous, on a souvent accédé à des entreprises via l'épargne salariale. Oui. D'accord. Parce que là aussi, on apporte un suivi dans le temps que généralement n'apporte pas le conseiller bancaire, qui est le premier à parler de ces sujets-là avec le chef d'entreprise. Et en fait, dans l'épargne salariale, forcément, on parle de retraite, on parle d'évolution, on parle aussi de l'actionnariat indirectement des salariés. Je dis indirectement parce que directement, ça n'est pas encore très développé. Bien sûr. Mais de fait, ça peut être aussi un moyen de commencer à engager une transmission, si on souhaite le faire, vers des collaborateurs de l'entreprise. En tout cas, pour moi, c'est un bon axe d'entrée. Après, dans le côté lucide des conseils qu'on se doit d'apporter, on peut trouver des activités pour lesquelles, par exemple, quand on va aborder en premier sujet privé la retraite et les revenus futurs, pour un artisan cordonnier qui se disait moi, ma retraite, je revendrai mon fonds de commerce et avec ça, je me créerai des revenus. Aujourd'hui, post-Covid, post-visio, tout le monde circule en basket. C'est encore la place pour autant de cordonniers. Que vaut un fonds de commerce de cordonnier? Je ne sais pas. D'accord. Pour un médecin profession libérale, qu'on peut aborder sur le côté pro, un médecin généraliste, aujourd'hui, il ne sait pas combien vaut sa patientèle parce qu'un nouveau médecin, avec une pénurie de médecins traitants, il suffit qu'il pose des jours disponibles sur Doctolib et il remplit son carnet de balles. Donc, et vous n'avez pas mentionné l'impact de l'intelligence artificielle sur certains business models aussi. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'y pense très fort aussi. Donc, c'est-à-dire que la transmission de l'entreprise, certes, elle se fait, je suis complètement d'accord, par un défaut d'anticipation pour beaucoup de chefs d'entreprise très attachés à la structure qu'ils ont créée. C'est une forme de petite mort que d'aller céder leur entreprise. C'est clair. Et de ne pas se projeter dans cette situation-là. D'accord. Mais il y a aussi le côté, est-ce que l'entreprise sera un jour cessible? Est-ce qu'elle a une valeur à la hauteur que lui porte le chef d'entreprise qui sera amené à céder? Et avant de commencer la transmission, on va aussi voir comment on va lui générer des revenus en phase de retraite qu'il n'a pas forcément lui-même commencé à préparer étant la tête dans le guidon. Séverine Flotte de Pouzeul, alors il y a cette question de légitimité vis-à-vis de la discussion avec le chef d'entreprise, il y a cette question aussi de est-ce que derrière le dirigeant veut ouvrir la discussion et prendre conscience potentiellement que la valeur de l'entreprise n'est pas celle qu'il avait imaginée quand il l'a créée il y a 20 ans. Enfin, c'est beaucoup de questionnements, aussi beaucoup de questions sur cet accompagnement. Alors, je me sens un peu rassurée parce que effectivement, je vis un petit peu la même chose, mais avec une petite astuce de mon confrère. Mais c'est vrai que souvent, le chef d'entreprise, on le sait sur la partie personnelle, et il y a la fameuse muraille de Chine qui est, en réalité, on n'a pas cité le terme, on va peut-être pas se faire que des copains, mais c'est pas très grave, et puis peut-être que ça leur donnera quelques idées. Les experts comptables sont très rétifs aussi à leur dispenser des conseils civils, mais c'est normal, ils n'ont pas du tout de compétences. Mais ce qui est totalement dommage, c'est à minima de ne pas plus les inciter à consulter leur notaire. Déjà, sans penser à nous, mais déjà leur notaire, ça serait quand même fondamental qu'ils en parlent. Parce que hormis parler des aspects chiffres, rares sont ceux, même s'ils essaient de faire des formations, rares sont ceux qui incitent à consulter le notaire le plus tôt possible même. Et le CGP, c'est pas non plus une profession qu'ils appréhendent particulièrement bien. Enfin, c'est peut-être qu'un ressenti, et je me trompe, j'en sais rien. Et donc, c'est un peu compliqué. Parce que le risque, c'est quoi? Dommage. C'est de
louper, si je peux l'exprimer ainsi, la transmission de son entreprise parce qu'on s'y prend trop tard, et deux, de ne pas avoir anticipé non plus du côté de son patrimoine, de la transmission à ses enfants, l'impact que ça pourrait avoir. Complètement, je trouve même que c'est presque dangereux de leur part, c'est presque, le limite c'est un grand mot du défaut de conseil, mais et donc c'est pas facile pour nous, mais c'est vrai qu'il y a des moyens de rentrer peut-être en discussion, et même si c'est un petit peu compliqué, en tout cas ça me paraît une nécessité fondamentale que ces personnes du chiffre, autrement des experts comptables, comprennent vite et rapidement qu'il faut inciter leurs clients le plus tôt possible, à minima, à consulter un notaire et un CGP, parce que cette interprofessionnalité avec le notaire, historiquement ça se fait plutôt bien. Avec l'expert comptable, c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. Hein. Je pense que Yves Mazin et ensuite Maître. Ouais. Chaque métier a ses propres craintes. Si on s'appliquait ça à nous, si on a collecté de l'épargne, parfois il est plus simple de ne pas évoquer certains sujets pour rester dans sa zone de confort. Donc il y a une problématique de défense de son périmètre, et c'est valable pour tous les métiers. Il y a, à mon avis, parfois aussi un problème de compétence, mais c'est pas que les gens sont incompétents, mais c'est de se dire, je vais pas sur ce terrain-là parce que je suis pas sûr de maîtriser, et si je m'en ouvre en interprofessionnalité, je vais avoir l'air un peu idiot. Et en fait, c'est plein de mauvais réflexes. Mais est-ce qu'il y a une crainte de concurrence non, parce qu'on parle d'interprofessionnalité dans l'idée que chacun complète la partie de l'autre. Est-ce qu'il y a une crainte de concurrence des différents métiers du Maître? Je vous poserai la question après. L'interpro, je pense que l'interpro, elle ressemble à nos structures. C'est-à-dire qu'on va réussir à échanger avec des personnes avec qui on a confiance, et on va trouver un équilibre des forces. Il y a des CGP qui aimeraient faire tous les métiers, il y a des experts comptables qui aimeraient faire tous les métiers, il y a peut-être des notaires. Il faut choisir ses partenaires après. En fait, boire ou conduire, il faut choisir. Voilà, donc parrainé par la sécurité. Voilà. L'interpro, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, et en fait, c'est pour moi, c'est l'intelligence suprême du conseiller de dire à ce niveau-là, et quel que soit le métier exercé, de se dire j'ai besoin du concours d'autres intelligence pour avancer. Et si je peux me permettre, je pense que c'est aussi une question de, comment dirais-je, moi j'ai pu le constater, c'est pas de connaissance ni de compétence en effet, mais l'expert comptable, on sent bien que c'est l'homme clé de toute façon de l'entreprise. Dans l'entreprise, oui. Dans l'accompagnement de l'entreprise. Dans l'accompagnement de l'entreprise, c'est fondamental. Et après, moi je l'ai constaté, ils ont peur aussi d'envoyer, de passer la balle, hein, comme on pourrait dire, à un notaire ou à un conseiller en gestion de patrimoine, parce qu'ils ont peur aussi peut-être d'un mauvais conseil qui les met en porte-à-faux. Qui a donc, pu exister. Nous recommander finalement, est délicat pour eux, ce que je comprends parfaitement. Ouais. Donc là aussi, ils sont moins à l'aise peut-être que nous, et puis ce sont des personnes vraiment très chiffres et pas du tout juridiques, alors que nous, un petit peu plus les deux, je pense que voilà. Mais il y a cette histoire d'être mis en porte-à-faux et finalement que ça leur retombe dessus et que même perdent leurs clients, et puis ça peut avoir des éclaboussures vis-à-vis d'autres clients. C'est intéressant, Maître, on parlait d'interprofessionnalité tout à l'heure, on a l'impression que la problématique elle est plus sur l'accompagnement de l'entreprise et du chef d'entreprise que de l'accompagnement de la famille. Exactement, je dirais que le conseiller patrimonial est plus, que ce soit le notaire, le conseiller en gestion de patrimoine, le conseiller de l'entrepreneur que de l'entreprise. Bon, il faut l'accepter, c'est pas tout à fait les mêmes domaines d'intervention, pas tout à fait les mêmes sujets. Mais effectivement, il y a un gros travail de sensibilisation de nos clients entrepreneurs, notamment, alors nous, ça commence très en amont avec le contrat de mariage. C'est déjà, ça va pointer à peine à 30 ans, il va déjà y avoir cette sensibilité en disant « Ah, j'ai le rêve de créer une boîte », premièrement, et puis ensuite, tout au long de l'évolution, parce que par exemple, c'est une conséquence sur le régime matrimonial, il peut y avoir un côté injuste, la société vaut 5 millions, elle est au seul nom de monsieur, puis le jour où on va transmettre, on va dire « Monsieur, si vous transmettez, ça coûterait très cher, mais madame, elle est pauvre comme Job, néanmoins, par un aménagement du régime matrimonial, on pourrait faire en sorte qu'elle puisse co-transmettre, et ça coûtera beaucoup moins cher. » Et l'inverse serait vrai aussi. Exactement, voilà. Dans les deux sens. Et donc, c'est là qu'on peut réorganiser et qu'on trouve la légitimité. Mais c'est vrai qu'il faut trouver un bon point d'accroche. Après, nous, on va facilement accompagner, comme les conseillers en gestion de patrimoine, au niveau de la société mère qui va détenir en général la société d'exploitation. D'accord. Donc, qui va céder son entreprise à un moment donné ou à un autre. Et puis, le prix de cession va tomber dans la société mère. Et là, il va se dire comment je finance mon train de vie, comment je transmets, etc. Société mère qu'on appelle souvent holding, for sure, comme dirait l'autre. Et donc, on est dans l'actualité, évidemment. Bien sûr. Et donc, dans cette fameuse holding, avec les enjeux du 150 au BTR, etc., qui va être un petit peu remanié, etc. Donc là, c'est là qu'arrivent les enjeux. Peut-être il y a une transmission à un enfant quand même.
donc qui va reprendre l'entreprise familiale. Donc comment on va préserver l'égalité avec les autres avec un mécanisme de Soult. Qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Pourquoi? Dans quel contexte? La transmission, les petits-enfants, voilà. Ça sera plus global. L'heure tourne, une dernière question à chacun. Alors je vais commencer avec vous, maître, parce que c'est sûrement vous qui avez la réponse la plus facile. Est-ce que ça va, ces enjeux de grande transmission, est-ce que ça va faire évoluer votre activité selon vous dans les années à venir? Sûrement en volume, j'imagine, mais au-delà de ça, est-ce que ça va changer la manière dont vous faites votre métier rapidement? Ça a déjà, je vous donne un exemple très simple. Nous, on a des logiciels métiers dans le notariat, et avec un petit plus vert, chaque fois qu'il y a un nouveau acte. Un client vient pour un acte. Et nous, il faut, en interne, on a du tout repensé pour dire le client, il vient avec un projet de vie. Il vient pour dire, je veux protéger mon conjoint. Est-ce que ce sera par une cogérance dans une société? Est-ce que ce sera par une adaptation de la clause bénéficiaire? Est-ce que ce sera par un testament? Bon, les outils sont divers, mais ce n'est pas un acte. Le client ne vient pas chercher un acte. Il vient chercher une vision globale. Et donc, ça impose de repenser tout, et notamment le préalable indispensable d'un bilan patrimonial, et non pas la réalisation ponctuelle d'un acte qui finalement n'aurait pas forcément de sens en tant que tel. Séverine Flotte de Pouzols, 600 milliards d'euros transmis par an. Alors c'est des moyennes, hein, bien sûr, mais en tout cas 9 000 milliards d'euros transmis d'ici à 2040. Est-ce que ça change la manière dont vous allez faire votre travail dans les prochaines années? Est-ce qu'il faut passer plus de temps sur les successions et moins sur les sujets investissement, par exemple? Probablement, mais moi, ça fait pratiquement 9 ans que j'ai créé le cabinet financier Lebrac, et j'avoue qu'on l'a toujours plus ou moins fait. Hein. Je commence toujours par le civil, et l'objectif des clients, j'ai constaté que c'était quand même protéger sa famille, la transmission, etc. Donc oui, ça va probablement forcer à avoir plus de volume, et on s'adaptera, ça c'est pas trop un souci. Mais je me rends compte quand même qu'on change parfois aussi, au-delà de l'éducation financière, de produits, de véhicules d'investissement. D'accord. Par exemple, moi je ressors le contrat de capitalisation. Le contrat après 70 ans, si quand même, on en fait un nouveau à 30 000. On le faisait un peu moins, on y pense un peu moins, on le fait plus. Et ce fameux contrat de capitalisation qui survit aux défunts, et pour lequel nos confrères notaires peuvent faire des donations. Donc je me rends compte qu'on travaille un petit peu différemment. Vincent Danis et ensuite Yves Mazin. Alors 2 points pour moi. Aucun problème à travailler en interprofessionnalité. Ça va encore se développer. On va renforcer notre rôle de médecin généraliste capable de préconiser vers de très bons spécialistes. Et quand le spécialiste est très bon, la relation de base avec le médecin généraliste s'en trouve confortée. Oui, sur le fait qu'on aura une évolution très probablement, parce qu'avec 150 000 à 200 000 décès supplémentaires par an, on va avoir aussi une sorte d'explosion de l'offre d'un point de vue immobilier sur des biens que les gens ne veulent pas conserver. D'accord. Des centres-villes qui sont déjà pas bien en point et sur lesquels il va y avoir une offre, une génération qui disparaît, qui n'est pas remplacée. Donc je pense qu'on fera moins d'immobilier direct, ou en tout cas de manière beaucoup plus sélective. Et par contre, on va probablement développer des produits tels que les groupements forestiers, sur le côté abattement de 75% sur les droits de donation et de succession, pour pallier aux abattements insuffisants quand c'est possible. Yves Mazin, très rapidement, pour conclure. Si effectivement les montants transmis sont très importants, moi je suis extrêmement confiant, parce qu'on voit aujourd'hui que les CGP sont identifiés de plus en plus. C'est l'échange qu'on avait juste avant, en disant aujourd'hui les gens, quand ils cherchent un conseil, ils cherchent un CGP. Et donc on va être partie prenante et acteur principal de cette grande transmission. Merci à tous les 4. Merci Yves Mazin, Vincent Danis, Séverine Flotte de Pouzols et Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce nouveau numéro de Patrimoine Cash. Et je vous dis à très vite sur Be Smart for Change. Merci.